Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture. Alors bonne année à vous, c'est la première émission de 2019 et nous sommes très heureux de la passer en votre compagnie. Vous allez retrouver vos différentes rubriques. Alors aujourd'hui, vous retrouvez Christophe pour C'était hier, vous retrouvez Catherine pour Autour des livres et mon entretien, cette fois-ci, aujourd'hui, ce sera avec Jean-Baptiste Lemarchand. N'oublions pas nos conseils de lecture, de Petite Librairie au Havre, Au fil des pages et BDlirium. Alors en cette rentrée, je vous rappelle que nous avons un grand événement au Volcan à ne pas rater, c'est le Peer Gynt d'Ibsen qui va passer au Volcan le 9 et le 10 janvier. N'oublions pas bien sûr, mais ça vous ne l'oublierez pas, c'est le festival Le Goût des Autres que nous sommes très heureux de retrouver, festival littéraire du 17 au 20 janvier au Magic Mirror. Et enfin, dans la foulée, fin janvier, nous aurons le festival de danse Fahrenheit au CCN de Normandie. Voilà. Caroline, bonjour. Bonjour Isabelle et bonne année Isabelle. Merci Caroline. Alors là, c'est une rentrée littéraire en janvier. Vous avez sûrement un certain nombre de romans à nous présenter. Oula, ça foisonne de tous les côtés. J'ai reçu en primeur des superbes livres, des auteurs connus et reconnus. Je vais bien sûr vous parler du Houellebecq, du prochain Houellebecq, Sérotonine, qui est sorti déjà. C'est un grand Houellebecq. Moi, je suis toujours un petit peu réservée avec lui. Il y en a qui m'ont énormément plu, d'autres que je trouve un peu trop polémiques, qui m'attirent pas. Celui-là est vraiment empreint d'une gravité, de choses qui sont dites sur la déshumanisation des villes, perte de liens, de bonté, à travers un héros qui est triste, et il nous attriste et il nous rend triste. On est triste avec lui, mais c'est un beau Houellebecq. Un livre de Franck Bouys que j'ai adoré et qui m'a lui aussi profondément ému, qui s'appelle Né d'aucune femme, que je vous invite à découvrir. Pour changer, pour découvrir un nouvel auteur irlandais, et là on part, c'est un peu comme Asta, c'est ces livres, on part, on est emporté. C'est de Mac McCarthy, ça s'appelle D'os et de lumière, et publié chez Grasset, c'est magnifique. Corinne Royer chez Actes Sud, Ce qui nous revient, qui nous raconte l'histoire de Marthe Gauthier, cette femme scientifique qui a découvert le chromosome 21. Qui s'est fait déposséder de sa découverte par l'horrible docteur Lejeune, et voilà, qui est réhabilité très finement à travers ce roman, mais vraiment c'est très bien. C'est une bonne chose. Voilà. Et alors je pourrais vous en parler aussi de Handsome Harry de James Carlos Blake, édition Gallmeister, qui nous raconte l'histoire du gang Dillinger. Donc là on est avec sur fond de prohibition aux États-Unis, ça claque de partout, c'est génial, c'est vraiment divertissant. Et un que j'ai beaucoup aimé de Valérie Zenati, dont j'ai oublié le titre, qui s'appelle Le faisceau des lumières. C'est un témoignage sur Aaron Appelfeld, dont elle était la traductrice, avec laquelle elle avait un lien, une relation presque de père-fille ou d'oncle ou de grand frère. Et voilà, c'est cet homme qui était admirable, qui a eu une vie étonnante, une vie horrible et en même temps dramatique et en même temps exceptionnel. C'est un être exceptionnel, et bravo à Valérie de nous faire partager, de le faire vivre à travers ses écrits. Eh bien voilà une bonne année qui commence. Merci beaucoup Caroline. Merci Isabelle, et à très bientôt. À très bientôt. C'était hier ou presque.
Le 6 janvier 1558, les Français reprennent Calais, dernière possession anglaise sur le continent. C'est la fin d'un très long contentieux entre les deux pays qui remontait à l'avènement d'Henri II de Plantagenet. La reprise de la ville met fin à 2 siècles d'occupation anglaise. Elle coupe court à la menace d'invasion du royaume et va permettre au roi Henri II de conclure le traité de Cateau-Cambrésis. C'est un exploit du duc François de Guise, dit le Balafré. Il a été nommé en catastrophe lieutenant général du royaume quelques mois plus tôt, après la défaite du connétable Anne de Montmorency à Saint-Quentin face aux Espagnols. Le duc, qui est par ailleurs l'oncle de la future reine Marie Stuart, va s'acquérir une immense popularité dans le parti catholique. Notons que la population calaisienne ne manifesta aucune joie devant sa libération, et l'on prête à la reine Marie, qui régnait alors à Londres, les mots suivants: « Si on ouvrait mon cœur, on y trouverait gravé le nom de Calais ». Ouvrons le carnet des naissances avec celle de Jeanne d'Arc, née le 6 janvier 1412. En 1429, la France est endeuillée par la guerre contre les Anglais, que l'on appellera plus tard guerre de 100 ans. La jeune paysanne de Domrémy se met à la tête de quelques troupes, délivre Orléans assiégé par les Anglais, abandonnée quelques mois plus tard par le roi, qui n'a plus besoin d'elle. Elle est capturée à Compiègne et brûlée vive comme sorcière à Rouen. Et pour finir, souhaitons un bon anniversaire à l'actrice Andrea Ferréol qui fête ses 72 ans. Elle apparaît pour la première fois au cinéma dans le film La raison du plus fou en 1972. Malgré une carrière riche, elle n'a jamais reçu ni de César ni de Molière, mais elle est officier de l'Ordre des Arts et des Lettres depuis 1989. Bonjour. Au moment où Le Monde Magazine fait de superbes pages sur la gastronomie d'Extrême-Orient, où la petite fille du créateur de la marque Nicolas se penche sur le saké et publie un guide sur cet alcool, où une exposition Manga Tokyo a lieu à la Halle de la Villette sur les mangas, les jeux vidéo, les films d'animation japonais, parlons de Ryoko Sekiguchi, une auteure japonaise qui était l'invitée de la Maison de la Poésie le 21 décembre. Ryoko Sekiguchi a participé au guide du saké paru aux éditions Kéribus. Elle a aussi publié en octobre chez POL son principal éditeur, Nagori. Nagori est un mot japonais qui dit l'attachement, la nostalgie, la temporalité, qui évoque le reste des vagues, ce qu'elles ont laissé quand elles se sont retirées de la plage, qui parle des aliments au moment de leur maturité, juste avant qu'il ne soit plus de saison. Ryoko Sekiguchi est spécialisée dans les aliments. Elle parcourt le monde pour évoquer la gastronomie de son pays, le Japon, de la France où elle vit, mais aussi bien du Liban, du Maroc, etc. Elle a été pensionnaire de la Villa Médicis en 2013-2014 et a fini cette résidence en offrant à tous un dîner aux 100 ingrédients. Elle a aussi écrit un petit livre paru une première fois en 2012, réédité aux éditions Argol, Manger fantôme. Voilà quelques-uns des titres de chapitres. Manger la brume, la fumée, la vapeur. Manger la transparence. Manger le lieu. Elle y évoque des produits, des plats. En voilà un exemple. Je découvris, lors de mon premier voyage en Iran, la friandise appelée pashmak, petite laine. Elle se présente comme une grosse boule de laine ou de soie, sa texture toute douce rappelant le poil de chaton. Elle se conserve beaucoup plus longtemps que la barbe à papa. Dans un sac hermétique, elle garde sa texture plusieurs jours. On peut dénouer ses boules et déguster un petit bout effiloché qui fond aussitôt dans la bouche, avec un soupçon d'arrière-goût de safran. Bonheur. Enfin, sans jamais le souligner, dans ce même livre, elle parle aussi de la catastrophe de Fukushima. Manger les nuages, nous n'osons plus y penser. Jadis, les nuages prenaient des formes étranges, des formes amusantes que l'on trouvait jolies. Maintenant, elles nous font peur. Nous y voyons un présage. Et tous les présages sont mauvais désormais. La pluie, la neige, le pollen qui se répand dans l'air au printemps, les feuilles mortes,
Tous ces beaux ouvrages de la nature ne peuvent plus être un objet de pure contemplation, hantés qu'ils sont par le fantôme. Ce n'est pas seulement la provenance de la nourriture qui est dérobée, mais son nom même. Il ne peut plus exister en son entier, puisque le fantôme est omniprésent, qu'il peut sommeiller au cœur de n'importe quel aliment. Quand on parle de son travail, on parle de poème de l'infime. Et cet infime est très important. La musique maintenant, Roa, c'est du ska, hard rock japonais, un groupe fondé en 2014 qui mélange le shamisen, un instrument traditionnel, avec des instruments contemporains. Au revoir. Jean-Baptiste Lemarchand, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur d'art plastique à Théophile Gautier et à François Ier, mais on vous connaît surtout parce que vous êtes le directeur du Théâtre de l'Impossible. Rappelez-moi un petit peu les dates de sa fondation. Alors, c'était 1979 avec Yves Gay et Marie-Ange Bourris et tant d'autres qui étaient à l'époque créateurs de cette compagnie. Moi, je n'y étais pas au départ. Je les ai connus beaucoup plus tard, à la fin des années 80, où j'étais les voir un jour parce que j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient et je leur ai demandé de faire des décors pour eux. Ils m'ont dit d'accord, pour la prochaine pièce, ce sera toi.
Voilà, on se connaissait pas, ça s'est fait comme ça. Et puis est arrivé un jour, dans les années 90, 94 je crois, Yves Gay est parti avec Marie-Ange Boris vivre à Limoges. Et puis moi je me suis dit, on va pas laisser tomber le truc. Puis moi ça me titillait depuis un bout de temps de faire de la mise en scène, plus seulement des décors. Et voilà, on a repris la compagnie avec Evelyne Deschamps qui est à l'origine de tout aussi, qui était au départ de la compagnie, et Chantal également qui est au Tuxineur. Voilà. Oui. Donc on a continué, puis d'autres gens se sont greffés à nous. Voilà, et c'est une belle aventure qui a commencé à naître. Je dis qu'on vous connaît parce que effectivement vous participez régulièrement au festival de théâtre amateur organisé par Ghislaine Chastanet, Estuaire en scène, et vous gagnez les prix d'ailleurs à Festea. Oui, pas tout le temps. On est aussi allé à Festea et puis on a rien ramené une fois. Oui, c'est vrai, mais enfin vous avez ramené le prix on a eu à peu près toutes les couleurs de Tours, voilà. Oui, c'est ça. Et la dernière, alors vous avez ramené la Tour d'Or. Voilà. Tour d'Or, et on n'est pas mécontent parce que c'était une drôle d'aventure. Marcel Duchamp, soigneur de gravité. Voilà, ça a commencé. Moi, ça faisait longtemps que j'ennuyais mes camarades en leur disant je voudrais faire un hommage à Marcel Duchamp. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a passionné, énervé. Je suis passé par toutes les couleurs avec lui, et puis du coup, je me retrouve un petit peu Duchampologue malgré moi. Et puis j'ai dit c'est le moment, on va le faire, parce que j'ai rencontré une dame qui s'appelle Gabrielle Colas Carabino, j'ai du mal à retrouver son nom, et qui est une universitaire qui avait écrit un bouquin sur la route bicyclette était une œuvre d'art. Parfait. Donc bonne question. Oui, voilà, c'est ça. En plus, je lui dis, ça se tombe bien, j'ai ton livre. Et elle me dit, quoi, tu l'as c'est un truc, que j'ai. Mais oui, c'est un truc pour moi qui faisait référence. Et on parle de Marcel. Moi, je dis que mon envie de faire quelque chose sur Marcel Duchamp, et elle me dit, moi, je veux bien de l'écrire. Voilà. 1 an d'écriture. Par mail, on se dit à peu près ce qu'on veut, et puis arrive au bout d'1 an le texte, et là je veux un truc, mais je savais pas du tout quoi en faire, pas de possibilité de mettre du corps, très renseigné, très universitaire, etc., mais ça allait pas. Ah là là. J'ai un peu de mal à lui expliquer tout ça au téléphone. Elle habite Marseille, donc je lui explique tout ça, et elle a très bien compris. On est reparti sur des nouvelles bases, des nouvelles personnes à mettre en jeu dedans, et puis 1 an plus tard, un texte arrive, et là je me dis, j'y vais. Ah oui, là il y avait des dialogues, il y avait déjà des personnages. Il y avait des dialogues, et puis là, du coup, une petite trouvaille qui a vraiment fait tout changer, c'est le langage. Le langage avait changé, c'était plus quelque chose de très contemporain, mais on gardait la langue de l'époque. Et tout de suite ça a apporté quelque chose, et puis des possibilités, même s'il n'y avait pas des choses inscrites avec le corps, des possibilités d'en insérer dedans. Donc là, je me dis, allez, on y va. J'ai compté les gens qui voulaient participer au projet. Ils n'étaient pas très nombreux. Des gens ont refusé, disant, Marcel Duchamp, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais donc c'était un peu mal parti. D'autres, trop gentils, je pense, m'ont fait plaisir au départ. En me disant, allez, on va venir pour faire ton projet. Et puis, on l'a monté. On l'a monté pour la première fois au bistrot, le petit bar du bistrot, et tout de suite on a été nous-mêmes étonnés, ça a intéressé les gens, voilà. Même les Duchampologues étaient contents, et les gens qui ne connaissaient pas Duchamp apprenaient quelque chose, et voilà, donc voilà, un petit parcours comme ça. On a continué à le montrer à droite, à gauche, on pouvait le montrer encore, puisqu'il y avait encore des gens qui avaient envie de le voir, et puis ça nous a amené à Estuaire en scène. Voilà. Et oui, mais je crois que cet artiste est mystérieux pour beaucoup, parce qu'on dit qu'il a fondé l'art moderne, mais c'est vrai que les souvenirs qu'on en a, c'est soit la route bicyclette, soit l'urinoir, et les bras nous en tombent. Oui, c'est vrai, à tout le monde, et c'est pour ça que c'est formidable, parce que c'est c'est comme son grand verre, on n'a jamais fini de s'intéresser à lui. Tous les ans, il y a des bouquins qui sortent sur lui. Il y a toujours des mystères soigneusement entretenus, une intelligence. Breton disait de lui que c'était quand même la personne la plus intelligente qu'il ait rencontrée au XXe siècle. Donc, connaissant Breton, il en a quand même pas mal vu. Non, et puis
c'est un homme passionnant et qui représente évidemment plus que une œuvre, mais aussi une attitude d'être qui est peut-être plus, qui fait partie de son œuvre. Oui. C'est-à-dire, Marcel Duchamp, c'est aussi une œuvre ambulante. C'est ça, et un questionnement, je crois, quand même, sur l'œuvre. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ? Oui, tout à fait. Un bouleversement total, d'ailleurs. Oui, qui a influencé, change notre regard. Bien sûr. Carrément. Oui, le premier à mettre l'objet du quotidien, l'objet tout court, dans l'œuvre d'art. Le premier à influencer, je ne sais pas, par exemple pop art. Ils étaient tous fans de ces objets-là, qui est arrivé en masse maintenant dans les œuvres d'art. Premier à inventer l'installation, la performance, le dédoublement de personnalité, de changer de personnage. Quand il avait envie d'être une femme, il se faisait appeler Rose, c'est la vie. Voilà. Et puis double nationalité aussi, qui fait un pont entre les États-Unis et la France. Enfin voilà, tout ça dans une époque passionnante, les années 20, qui résonne aussi en contraire avec notre époque aujourd'hui. La vraie liberté, quoi, où on pouvait s'exprimer pleinement et dans n'importe quel azimut. Alors il y a le titre aussi me plaît beaucoup, Soigneur de gravité. Oui. C'est vous qui l'avais choisi ? Alors c'est Soigneur de gravité, c'est une partie d'une de ses œuvres. Au départ, on avait, je vais pas pouvoir me rappeler ce qu'on avait choisi, mais c'était pas ce titre-là. Puis, à la fin, on a décidé de faire ça, justement par rapport à ce que je vous dis sur justement la gravité d'aujourd'hui. Donc, comment soigner la gravité par l'humour, le calembour. C'est ça. Voilà. Oui, et en même temps, il y a un jeu de mots. Évidemment. Bien sûr. Oui. Oui, avec la gravité qui nous plombe un peu. Oui. Surtout en ce moment. Hein. Oui, surtout en ce moment. Oui. Alors, donc ça, c'est le prix Festea de cette année, la Tour d'Or. Et vous avez des projets, je crois, là, qui sont bien partis. Oui. C'est un projet qui a déjà démarré, c'est Les Bonnes de Jean Genet. Ah, ça, c'est un grand texte. Un grand texte, très beau texte, pas facile. Non. Mais je crois que, là encore, c'est une histoire de... Enfin, moi, c'est une pièce que j'ai lue il y a très longtemps, qui m'avait... tout de suite, je me suis dit, il y a quelque chose là-dedans, mais je crois que je n'avais pas bien compris à l'époque. Mais c'est pas grave. Et du coup, je l'ai relu plein de fois. Et puis, un jour, je me suis dit, c'est le moment, parce que j'avais... 3 comédiennes, je me suis dit, oh là, il y a un alignement de choses qui se fait, que c'est maintenant. Voilà. Et je suis très content. Voilà, 3 comédiennes, on peut les citer, bien sûr. Oui, bien sûr, au contraire. Alors, il y a Louise Jeanne, Adeline Jeanne, qui ne sont pas sœurs ni en famille, et Virginie Dauboeuf. Voilà. Et vous allez le jouer bientôt ? Le 2 février au Théâtre de l'Hôtel de Ville. Bon, alors on va se renseigner et prendre des places. Parce que c'est un texte à découvrir ou à redécouvrir. Parce qu'on connaît le film pour la plupart d'entre nous, La Cérémonie, le film de Chabrol, c'est ça ? Avec Isabelle Huppert et... Comment s'appelle-t-elle Sandrine Bonner. Exactement, voilà. Magnifique. Il est assez déjanté. Et il est effrayant. Mais c'est vrai que le texte aussi a une violence. Je ne sais pas comment vous l'avez traité. Moi, je suis curieux de voir ça. Alors, c'est la première question qu'on s'est posée, c'est monter les bonnes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en fait ? Oui, aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà. Oui. Nous, on est parti sur une idée qu'en fait, il n'y a pas 2 bonnes, il y a 3 bonnes. Madame est une bonne. D'ailleurs, dans le texte, Genet dit tout le temps Madame est bonne, fait dire Madame est bonne. C'est vrai. Et et il y en a une de trop. Voilà. Donc, on part là-dessus. Donc, je pense que j'ai voulu aussi sauver les personnages. Ne pas leur donner qu'une seule couleur, mais tous les sauver. Madame y compris. Elle a une logique. Elle est prisonnière aussi d'un carcan qui n'est pas le même que celle de ses domestiques, mais en tout cas, elles ont la même problématique à régler. Sortir de ça. C'est pas seulement une confrontation de classe. Non. Classe sociale. Non. Genet disait d'ailleurs que toujours lui, ça l'embêtait. Genet disait beaucoup de choses aussi. Mais il disait non, il faut pas traiter ça comme un problème politique, c'est pas ça, il s'agit pas de ça. Il disait d'ailleurs que ça, c'était même pas les sœurs Papin, que ça avait rien à voir. Oui, c'est vrai qu'il y a ce fait divers à l'origine. Oui, qui était à l'origine et puis qui est très renseigné dans la pièce d'ailleurs.
Oui, c'est de bonnes qui assassinent leur maîtresse. Hein. Ouais. On dit maîtresse, oui, on disait ça autrefois. Oui, je pense. Oula, oui. Bah oui. Hein, c'est l'époque. Alors, une pièce de 47. Voilà. C'est ça. Alors, je me souviens aussi que vous avez joué au THV également les Cendrillon de Joël Pomera. Ah oui. Alors là, vous vous étiez régalé, et ma foi, nous aussi. Oui. Oui, nous, ça a été un vrai régal parce que les gens étaient, c'est toujours merveilleux, le conte est merveilleux, et puis en même temps, ça dit des choses un petit peu plus profondes, un peu grinçantes parfois, mais j'ai trouvé que l'écriture de Pomera, on avait déjà fait pas mal de petites choses autour de lui, une écriture qu'on aime bien, voilà. Oui. Et puis comme c'est le Cendrillon de Pomera, je l'avais jamais vu, je me dis on va le monter. Voilà. Je me souviens que c'était très drôle. Il y avait des scènes qui étaient vraiment drôles, d'un humour, avec une adaptation aujourd'hui, avec des sorties de boîte de nuit. C'était vraiment... Oui, ça, on s'est bien amusé. Oui. Du coup, vous êtes bien occupé. Ah oui, on est bien occupé. Et alors, c'est vous aussi qui faites la scénographie, les décors, tout? Oui. Enfin, pas tout. Non. Moi, on a des rôles bien distribués dans la compagnie. Il y a Fabrice Autré qui s'occupe de tout ce qui est communication. On a la chance d'avoir comme graphiste Julien Gobled, qui nous fait confiance depuis le début et à qui on fait confiance aussi. Enfin, voilà, moi, je suis très fier de l'avoir comme graphiste parce que c'est un travail remarquable. Je pense qu'on en parlera de plus en plus de cet homme-là. Enfin voilà, à suivre. C'est lui qui fait les flyers, les affiches. Les affiches, toujours avec une intelligence incroyable. Je lui fais confiance et à chaque fois, j'ai jamais rien à redire. Quand il me fait une proposition, il tombe juste. Non, c'est un vrai bonheur. On a un trésorier qui nous fait un travail remarquable, Jean-Pierre Chauvin, et un secrétaire, Christian Richer, acteur aussi émérite. Voilà, tout ça s'organise comme ça. En plus, chacun prend des petites responsabilités à l'intérieur du groupe. Et comment vous faites alors pour, je sais pas moi, mais les costumes, la direction d'acteurs, la répartition dans l'espace, tout ça? Si vous le faites ensemble, ou vous avez une idée vous-même? À force, j'ai des comédiens qui sont extraordinaires. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Ils ont un métier. On travaille ensemble depuis une trentaine d'années. On fait 3-4 créations par an. C'est des gens qui sont puis qui réfléchissent. Je veux dire, quand il y a une pièce qui est lancée, on peut compter sur certains d'entre eux pour aller chercher ailleurs, ramener de la nourriture littéraire. Voilà, ça se nourrit comme ça. Et on a une habitude, on est fort ensemble. Voilà. Alors après, il y a des nouveaux arrivants aussi. À chaque fois, heureusement, il y a des jeunes gens qui arrivent. Et puis, le travail se fait assez facilement aussi parce que les autres sont très aidants. Très aidant de jouer avec quelqu'un qui participe, qui regarde l'autre, qui l'aide, qui l'accompagne. Ça va vite, quoi. Ça va très très vite. Et moi, ce qui me fait plaisir dans une pièce comme Marcel Duchamp, Soigneur de gravité, c'est les gens me disent mais il y a pas tous les comédiens sont bons. Alors qu'il y a des débutants, il y a des confirmés et ça ne se voit pas. Et ça, c'est le plus beau qu'on peut faire. Compliment à un metteur en scène, quoi. Bien sûr, et je crois aussi que le compliment qu'on peut vous faire, c'est que quand on voit une de vos pièces, on n'a pas du tout l'impression, c'est bête de le dire comme ça, que c'est du théâtre amateur. C'est bête de le dire comme ça parce qu'on voit bien que un théâtre professionnel, peut-être professionnel, est affreux. Enfin, pas nous toucher, pas vraiment franchir la barre, ni de nos émotions, ni de notre intelligence. Tandis que j'ai l'impression que vous, ça y est, depuis 95 ou depuis 79, cette troupe-là est lancée et a des moyens et une passion. Alors on va prendre amateur dans ce sens-là, une passion qui vous fait faire des choses intelligentes. Oui, et puis je crois qu'on est tous exigeants. Et puis on a aussi un petit public sur le Havre et on a à chaque fois,
on relance un challenge. Hein. On a envie de. Des fois, on n'est pas simple dans les thèmes qu'on choisit. On fait du théâtre contemporain et des fois, c'est pas toujours facile pour le spectateur. Tant mieux. Tant mieux. On va dire. Oui, tant mieux. Oui. Voilà, mais en même temps, on se met une barre à franchir et puis on essaie de faire ça. Alors après. Je pense que tout le monde vous dirait ça dans la compagnie. On est aussi, on est content d'être amateur. On sait aussi, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire comme les professionnels, notamment à cause du temps, à cause de l'argent. C'est vrai. Mais en même temps, montrer notre passion, ça met d'autres choses en œuvre et ça nous plaît bien. Je crois, alors si en plus on peut avoir une qualité entre guillemets professionnelle, ça nous fait plaisir. Ah oui, merci à vous. Oui. Alors, on peut vous trouver sur votre page Facebook. Oui. Il y a peut-être un numéro de téléphone. Comment on fait aussi si on veut réserver des places? Alors pour les bonnes, on peut réserver au Théâtre de l'Hôtel de Ville. C'est nouveau depuis cette année. Voilà, on peut aller directement au Théâtre de l'Hôtel de Ville. Voilà, c'est le moment d'ailleurs, faut y aller. Exactement. Bon, écoutez, merci beaucoup Jean-Baptiste. Alors on est le 6 janvier et rendez-vous le 2 février au Théâtre de l'Hôtel de Ville. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Étienne, bonjour. Bonjour, bienvenue à BD Delirium. Alors, quel est le conseil de lecture de bande dessinée pour le début d'année ? Alors, je vais vous parler de nouvelle série. Enfin, nouvelle, il y a 2 tomes déjà de sortie, plus un spin-off. Alors, ça s'appelle Black Hammer, c'est de Jeff Lemire, un auteur canadien que j'apprécie particulièrement. Alors là, c'est un hommage à l'âge d'or des super-héros. Donc, même graphiquement, on va coller un dessin style années 50, un hommage à la science-fiction de ces années-là. Alors, c'est du super-héros, mais vu de manière un peu différente, et c'est un hommage, comme je disais, à l'âge d'or. Donc, on va avoir des références au monde de DC Heroes, ainsi qu'à Marvel. Alors, bien sûr, ce sont des références que tout le monde n'a pas forcément, mais cela n'engage en rien le récit. Voilà. Oui, merci beaucoup. De rien. Bonne année, alors. Bonne année également. Merci. C'est la fin de Viva Culture. Bonne semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, dimanche, le 13 janvier à 11h sur westrack.com. Je vous rappelle vos chroniques habituelles, c'est-à-dire la rubrique des spectateurs de Christine, la présentation d'un lieu-dit par Annie et les 10 minutes chroniques de Catherine. Je vous signale que vous pouvez visiter à tout instant notre site www.asso-maisondelaculture.fr. N'oubliez pas que c'est un site participatif. Vous pouvez y annoncer votre événement culturel vous-même, avec les photos et les vidéos que vous souhaitez. Vous y trouvez également donc un agenda, mais aussi quelques rubriques d'actualité et bien sûr un volet présentant l'histoire de l'association. Je vous renvoie aussi à notre journal trimestriel qui paraît là début janvier. Vous le trouvez dans plusieurs lieux culturels. Je vous rappelle aussi que nous avons une page Facebook avec laquelle nous pouvons correspondre avec vous, ainsi que notre chaîne YouTube. Vous y trouvez des entretiens et des interviews culturelles. Je vous rappelle aussi l'apéro des spectateurs. Il a beaucoup de succès. Si vous avez vu des spectacles, des films ou lu des livres, vu des expositions, venez partager avec nous. Il est réservé aux adhérents, mais il n'est pas difficile d'adhérer, comme vous le savez. Et l'apéro des spectateurs se réunit le 20 de chaque mois dans un bar de la ville. Je vous annonce évidemment que cette année, nous organiserons, comme les autres années, une grande conversation, c'est-à-dire un débat avec un professionnel, un artiste, un spécialiste de la culture. En général, elle se situe au printemps. Voilà, au revoir à vous, bonne semaine. Cultivez-vous avec plaisir, avec bonheur, soyez curieux. À bientôt.
Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer.